Un écrivain, John Gray, a publié un livre. Son titre, « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Il ne croyait pas si bien dire sur l'importance de la différence entre les deux sexes. Et certains médecins le rejoignent aujourd'hui en affirmant que la santé et les maladies sont influencées par le sexe. Autisme, retard mental, tumeur du cerveau et du pancréas touchent plus les hommes. Les femmes, elles souffrent plus souvent d'Alzheimer, d'anorexie, de dépression, d'ostéoporose, d'atteinte de la thyroïde. Alors la faute à qui ? Eh bien, la faute, elle est aux différences biologiques qui ne sont pas liées qu'aux hormones. Alors pourquoi ces différences ? Quelles sont-elles ? En fait, faut-il soigner hommes et femmes de façon différente ? Eh bien, c'est à ces questions que va répondre notre invitée de ce jour, le professeur Claudine Junien. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes généticienne à la faculté de médecine de Paris-Descartes, donc à Paris. Et le sujet qu'on a choisi aujourd'hui pourrait faire sourire certains, mais le fait que l'honorable Académie nationale de médecine a consacré une de ses séances à ce thème m'a incité à le traiter. Et petite précision, qui a son importance quand même, ce problème, on ne va pas le discuter en termes d'infériorité ou d'égalité. Première question, Madame Junien, pourquoi intégrer aujourd'hui donc le sexe féminin, masculin dans la santé ? Est-ce qu'avant, on faisait fausse route ? Alors effectivement, on faisait fausse route, mais c'est surtout parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple avec les médicaments, il y avait beaucoup plus d'accidents secondaires avec les femmes que chez les hommes. À peu près 1,5 fois à 2 fois, ce qui est quand même non négligeable et qui a un coût très important en termes de dépenses de santé. En termes de maladies, on rentrera dans le détail, oui. Comme je le disais en introduction, il y a quand même une tendance pour certaines maladies qui sont plus chez les femmes, qu'on retrouve plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Alors, il y a des différences qui sont caricaturales, comme par exemple l'anorexie, qui touche beaucoup plus les filles que les garçons, mais il y a des différences qui sont beaucoup plus subtiles. Par exemple, les symptômes de l'infarctus chez la femme et chez l'homme peuvent être différents, et du coup, la prise en charge doit être différente, et on doit être alerté par les signes qui sont plus spécifiquement féminins que masculins. Parce qu'en fait, tout ça, ça a un support biologique. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Il y a un support biologique qui est très important, puisque, en fait, dès le moment de la conception, au moment où le spermatozoïde de papa va pénétrer dans l'ovocyte de maman, dès ce moment-là, une fille ou un garçon sont différents. La fille va avoir 2 chromosomes X et le garçon va avoir un chromosome Y, un chromosome X. Et c'est ça qui aboutit à des différences génétiques qui sont 15 fois plus grandes entre un homme et une femme qu'entre 2 hommes. 15 fois plus importante, c'est 15 énorme. fois plus importante. Donc, alors qu'on aurait pensé que c'était 1% parce qu'il y a un Y d'un côté, voilà, un chromosome Y d'un côté. Il y a des différences. Et alors, il y a l'autre. ces différences génétiques qui sont des différences immuables, puisque la génétique est immuable, mais il y a des différences qui sont encore beaucoup plus importantes au niveau de l'expression des gènes. On a 23 000 gènes dans notre génome, et dans chacune de nos cellules, il y a environ, en moyenne, 30% des gènes qui s'expriment différemment du fait de ces différences au départ. Qui tient à un seul chromosome sur les 23 paires qu'on a, si je ne me trompe pas. La paire de chromosomes sexuels. Voilà. D'accord. Alors justement, vous parliez de la conception, là, tout de suite, et donc c'est des différences qui apparaissent très vite, et qui sont liées donc uniquement à ce X et ce Y qui changent, mais tout bascule un petit peu aussi dès la 8e semaine. Alors, de la vie in utero, je veux dire. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, dès la conception, il y a ces différences qui vont déjà installer des différences, mais au moment de la 7e, 8e semaine, il y a ce que l'on appelle la différenciation et l'apparition des gonades. Au départ, un embryon est ce qu'on appelle bipotentiel, c'est-à-dire qu'il peut se différencier en un mâle ou en une femelle, et c'est l'apparition des hormones, mâle ou femelle, qui va faire que l'embryon va développer des gonades, testicules ou ovaires. Oui, mais à la 8e semaine, il n'y a pas encore d'hormones du tout, par rapport à la puberté, je veux dire. Oui, mais là, les hormones vont apparaître.
À la 8e semaine. À la 8e, 7e, 8e semaine, les en hormones, petite quantité. Oui, elles apparaissent, mais elles apparaissent déjà. Hormones mâles et femelles. Voilà. Mais pareil dans les 2 embryons. Ah non, pas pareil. Pas pareil. Il y a déjà une mini-puberté. Voilà, il y a déjà des différences. Il y a des différences génétiques. Et puis, il y a des différences hormonales. D'accord. Et en fait, toutes les cellules, puisque les cellules vont se multiplier dans la vie embryonnaire, puis toute la vie intra-utérine, et donc toutes les cellules vont être marquées par cette différence. Alors, toutes les cellules sont marquées par les différences. Donc, comme je l'ai dit, dès la conception, ça veut dire que tout ce qui est ébauche d'organes est déjà différent si on est dans un petit embryon mâle ou si on est dans un petit embryon femelle. Donc il y a des différences dans tout le corps, y compris dans le cerveau. Mais qui sont très subtiles quand même, parce que vous dites que la ressemblance entre un homme et une femme n'est que de 98,5%. Soit le même ordre de grandeur, et c'est là que ça devient intéressant, c'est le même ordre de grandeur qu'entre un humain et un chimpanzé du même sexe. Oui. Alors, bien entendu, il y a aussi des différences, je dirais, qualitatives, de niveau d'expression des gènes qui varient entre les deux espèces, mais ça donne l'ordre de grandeur. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas négliger ces différences. Et surtout que ce n'est pas une raison pour les hiérarchiser, c'est surtout ça. Alors, que vient faire la puberté là-dedans? Ça va majorer, puisque les cellules, ça y est, elles sont déjà développées, elles ont chacune, dans chaque organe, leur spécificité, donc avec leur bagage, je dirais, de chromosomes. Que va changer la puberté, donc l'influence des hormones femelles et des hormones mâles? Alors, il y a aussi, il y a une période qui est très importante aussi, il y a un pic de testostérone juste après la naissance. Bon, ça c'est important. Dans les deux sexes Non, chez les garçons. Les garçons, oui. Et puis, au moment de la puberté, alors là, il y a tout le développement des organes sexuels pour la reproduction. Les seins chez les filles, l'apparition des règles chez les filles, et puis chez les garçons, la pilosité, la spermatogénèse, etc. Donc, il y a cette différenciation au moment de la puberté qui est aussi très importante. Et donc à partir de là, il va y avoir des variations hormonales qui vont être différentes chez l'homme et chez la femme, mais l'homme et la femme ont tous les deux des estrogènes et de la testostérone, mais dans des doses différentes. Et alors, ma question c'est savoir, est-ce que ces hormones, estrogène, progestérone d'un côté, testostérone de l'autre, impriment autant les organes que ne l'a fait auparavant le X et le Y, je dirais? Alors, il y a aussi l'intervention de quelque chose qui est très important, qui est l'épigénétique. Oula, c'est compliqué ça. Oui, alors, vous avez des gènes, vous avez 23 000 gènes, mais ces 23 000 gènes, ils sont inertes. Ils bougent plus, vous voulez dire. Et voilà, ils sont sur les chromosomes, ils sont inertes, ils ne bougent pas. Mais pour que ces gènes s'expriment et fabriquent les protéines qu'ils doivent fabriquer, il faut qu'il y ait des mécanismes de régulation. C'est-à-dire qu'on allume un gène ou on l'éteint. Et ce sont des mécanismes qu'on appelle épigénétiques qui sont avec l'ADN, qui vont permettre à certains gènes de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer. Et donc c'est avec des marques épigénétiques qui sont spécifiques des femelles, des marques épigénétiques qui sont spécifiques des mâles, les hormones, que l'on a une régulation de l'expression des gènes qui va aboutir à des taux qui sont typiquement masculins ou typiquement féminins, et ce pour environ 30% des gènes dans chaque type cellulaire, pour lesquels on va avoir donc des différences de niveau d'expression qui peuvent être très faibles ou très importantes. Très important. Et est-ce que ça, c'est influencé par le social? Parce que quand on parle d'épigénétique, si on parle un peu d'environnement, parce que justement, c'est éteindre, allumer, relancer, etc., c'est un petit peu lié à l'environnement qui déclenche ces réactions-là. Alors absolument, donc l'épigénétique, contrairement à la génétique, je vous ai dit que la génétique, c'était quasiment inerte, c'était immuable, alors qu'au contraire, l'épigénétique, c'est quelque chose qui est sensible à l'environnement. Donc depuis la conception
Et tout au long de la vie, l'environnement va interférer. Et l'environnement, c'est pas uniquement les pesticides ou les aliments, mais c'est aussi le stress, c'est aussi ce que l'on peut ressentir des influences sociales. Donc le social influence le biologique. Mais alors vous voulez dire par là que l'image que l'on a de la femme, le genre humain, je dirais, a de la femme depuis des lustres, des années, influence, alors je fais des raccourcis, bien sûr, influence notre biologie, presque. Oui, il faut vraiment bien faire la différence entre le terme sexe et le terme genre. Le terme sexe, je viens de vous en parler, c'est les chromosomes, c'est la biologie, c'est l'expression des gènes. Ou plus ou moins. Non, plus ou moins, parce qu'il y a l'épigénétique. Oui, mais l'épigénétique aussi. Et puis, le genre. Le genre, c'est quelque chose qui est socio-culturel et qui, en fait, n'apparaît qu'à la naissance. C'est-à-dire la manière dont l'individu va se comporter par rapport à ce que la société considère comme approprié pour lui ou elle. Donc il y a les rôles, il y a les attributs, il y a les comportements, il y a des stéréotypes de genre. Et ça, vous voulez dire que ça va avoir un impact, puisqu'on revient à notre problème initial qui est la santé, les maladies, ça va avoir un impact sur les maladies, en ce sens que peut-être une femme sera plus stressée du fait de la pression sociale ou pas, et c'est comme ça que ça se manifeste. Effectivement, parce que on sait que finalement, la pensée, les conceptions que l'on peut avoir peuvent avoir un impact sur le développement d'une maladie. Par exemple, quand on pense que le stress est nocif pour nous, alors que le stress, c'est quand même aussi un mécanisme moteur. Oui, et qui est très important pour survivre, pour se défendre. Quand on pense que le stress est mauvais pour nous, il y a des études qui montrent que les sujets font plus d'accidents cardiovasculaires quand ils le croient. Donc c'est une question de croyance, donc il faut bien que ce soit imprimé quelque part, cette croyance, pour que l'individu se comporte de cette façon, et que tout son corps se comporte comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que le stress, par exemple, entre hommes et femmes? Vous penseriez à quoi? Des exemples entre les deux, il y en a. Liés à la société, je dirais que le social. Liés à la société. Bon, on sait très bien que, par exemple, quand on fait des tests d'aptitude, des tests d'intelligence à des hommes et à des femmes, on sait que si on les prévient avant de faire le test, que on sait que les femmes sont moins bonnes que les hommes, ou par exemple des différences sur le plan ethnique, par exemple, eh bien, les individus vont moins bien répondre aux questions. Alors que si on ne leur en parle pas, ces différences disparaissent. Donc il y a bien quelque chose qui influence aussi la réponse à des questions, la réponse à des examens. Alors, toutes ces notions sont-elles relativement récentes? Alors, c'est vrai que l'avènement de la génétique, la meilleure connaissance, les explorations, etc., ont permis donc de mieux comprendre ce qui se passe au niveau des gènes. Mais est-ce que c'est validé maintenant, ou bien est-ce que ce sont uniquement des hypothèses, en particulier cette notion embryonnaire de différence déjà. Ce ne sont pas des hypothèses. Bon, le chromosome Y, il a été découvert en 1905. Donc c'est pas nouveau. On sait que c'est par l'homme, par les spermatozoïdes de l'homme qu'on va déterminer le sexe, les garçons ou les filles. Il y a beaucoup de femmes qui ont été répudiées parce qu'elles ne pouvaient pas donner un garçon à leur mari, mais c'est pas les femmes, c'est les hommes qui sont responsables. Théoriquement, bon, voilà. Bon, et donc tout ça, on le sait depuis très longtemps. La question de l'inactivation du chromosome X, ça aussi, ça date de plusieurs décennies. Et les mécanismes épigénétiques qui sont responsables de ces mécanismes, on les connaît depuis aussi des décennies. Mais la chose qui est la plus importante maintenant, c'est en fait la notion d'interaction avec l'environnement. L'interaction entre l'épigénétique et l'environnement, c'est-à-dire qu'il est très difficile
aujourd'hui de séparer les notions de sexe, qui sont biologiques, des notions de genre, qui sont des faits socioculturels. On ne peut pas vraiment les départager, parce qu'il y a des interactions entre les deux. Très subtil, oui. Alors, est-ce que ça, on peut le retrouver dans d'autres races, et sans intention, je dirais, mauvaise intention, je dirais. Oui. Est-ce que, par exemple, au niveau de la race noire, de la race jaune, on trouve ces différences hommes-femmes aussi, obligatoirement, puisque Bien sûr, on trouve exactement, on trouve les mêmes différences, mais comme il peut y avoir aussi des variations génétiques qui sont spécifiques à un groupe ethnique particulier, il peut y avoir des choses qui sont accentuées biologiquement chez certains, mais il y a aussi des choses qui sont accentuées sur le plan, je dirais, socioculturel, du fait de cultures, de pratiques différentes. Tout à fait. Alors, on l'a vu, il y a certaines maladies auto-immunes qui sont plus fréquentes chez la femme que chez l'homme, etc. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est la même chose chez l'animal ? Alors, c'est la même chose chez l'animal, mais oui, il y a des différences. Si on prend la souris, il y a des différences aussi parce que la souris, le mâle est aussi XY et la femelle est XX. Donc ça, il y a des différences. Mais en fait, les différences entre les mâles et les femelles sont apparues au cours de l'évolution. C'est-à-dire qu'il y a des différences hommes-femmes que l'on ne retrouve pas exactement dans le même sens chez la souris. Pourquoi ? Parce que il fallait trouver un compromis entre survie et reproduction, et les mécanismes de survie et de reproduction n'étaient pas les mêmes pour la souris et pour l'homme. Donc il y a des différences qui vont parfois dans le même sens, mais pas toujours. Pas toujours. Donc c'est pas forcément de bons modèles. Enfin, on en parlera tout à l'heure. C'est très important pour voir justement voir comment s'agencent ces différences. Mais on ne peut pas calquer forcément. Oui, extrapoler. Voilà. D'accord. Alors, concrètement, quelles conséquences puisqu'eux, génétiquement, il se produit quand même quelque chose. Au niveau des organes, qu'est-ce qui se produit ? Par exemple, le cerveau. C'est surtout... on dit que le cerveau des femmes est complètement différent de celui des hommes, mais encore. Alors, on ne peut pas dire que c'est complètement différent. Ce qui est difficile, c'est de comprendre que il n'y a pas les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. C'est pas c'est pas binaire. C'est pas binaire. Il y a quand on regarde par exemple la taille est régie par différents types de gènes. Mais si on regarde les courbes de distribution de la taille, de la petite taille à la grande taille, chez les femmes, chez les hommes, en fait, il y a toujours des chevauchements. Ces chevauchements sont plus ou moins grands. Et on va trouver aux extrémités, là, des différences très importantes. Mais vous prenez, c'est toujours un exemple que je cite, quelqu'un comme Adriana Carambeu, vous la voyez à côté de son premier mari, elle est plus grande que lui. C'est une joueur de football, c'est ça, oui. Elle a une taille qui est une taille, on dirait, plutôt masculine, mais on ne peut pas dire pour autant que ce soit un personnage qu'on taxerait de masculin. Androïde, oui. Elle est assez féminine comme femme. Donc, on ne peut pas dire que l'on a, comme on l'entend très souvent, notre part féminine, notre part masculine. Non, pour tous les traits, on est un petit peu différent, mais il faut toujours qu'il y ait des nuances, parce qu'on ne peut pas dire qu'on soit diamétralement opposés. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce qu'on peut expliquer aussi la sensibilité à la douleur, qui est différente, à l'alcool, au tabac Alors, la sensibilité à la douleur, les femmes sont plus sensibles à la douleur, d'où probablement le stéréotype t'es douillette comme une petite fille, etc. Oui, les femmes sont plus sensibles à la douleur, mais en fait, on sait aussi, alors là, en regardant d'abord chez la souris, chez des rongeurs, on sait aussi que certains mécanismes qui aboutissent donc à la douleur ne passent pas par les mêmes types cellulaires, chez le mâle et chez la femelle. Donc ça a une conséquence énorme. C'est que si on veut trouver des antalgiques, des médicaments contre la douleur, il ne va pas falloir cibler les mêmes types de mécanismes chez l'homme et chez la femme pour ces types de douleurs.
Donc, on en est là aujourd'hui. Et par exemple, pour l'alcool également, Oui. on dit que le foie est différent chez l'homme et chez la femme. Est-ce que ça explique la tolérance à l'alcool? Dans le foie, et le foie qui métabolise toutes les substances de l'environnement, dont l'alcool, les femmes sont plus sensibles à l'alcool que les hommes. Mais en fait, si vous voulez, en termes moléculaires, il y a des différences dans le foie, par exemple, qui peuvent être d'un facteur 1000 entre l'expression de certains cytochromes chez l'homme et chez la femme. Donc il peut y avoir des différences qui sont énormes, mais qui peuvent être aussi compensées par autre chose. Alors ça voudrait dire qu'il faut quand même, là on s'approche de la question que je posais en préambule, qu'il faudrait presque soigner différemment les hommes des femmes. Et d'ailleurs, globalement, les médicaments ne font pas le même effet. Alors, soigner les hommes et les femmes, on se place là, quand vous dites ça, on se place en termes thérapeutiques. Mais en fait, il faut se placer très en amont aussi, en termes de prévention. On sait que, par exemple, les femmes vont être plus susceptibles à certains facteurs environnementaux ou à développer certaines pathologies. Donc, en termes de prévention, il faudrait aussi se placer très en amont et avoir probablement des recommandations qui ne soient pas les mêmes pour les hommes que pour les femmes. Faire être plus attentif, bon, par exemple, la prise d'alcool, qui est différente. On sait aussi, par exemple, que la cocaïne, les femmes sont plus sensibles aux effets de la cocaïne à certaines périodes du cycle menstruel. Donc il y a des différences qui sont importantes, mais qu'il faut arriver à préciser. Non seulement préciser quels sont ces types de différences, mais surtout en comprendre les mécanismes. C'est surtout ça. Pour ensuite arriver à la thérapeutique. La thérapeutique, tout à fait. Et donc, si je comprends bien, vos recommandations pour vous, ce serait qu'il y ait des études. Et je reviens un peu aux médicaments, parce que c'est la fin de la chaîne, que les études sur les médicaments, et sans doute peut-être avant aussi, comme vous le faites vous-même dans votre laboratoire de généticienne, il faudrait qu'on étudie un des médicaments tant chez une femme que chez un homme. Il faudrait qu'il n'y ait plus de recherche unisexe. Oui, alors... La recherche unisexe, elle est basée sur le fait que, avec les problèmes qu'on a vus avec la thalidomide, avec le distilbène, ces effets donc tératogènes sur les enfants quand la femme était enceinte, ont incité les autorités américaines à interdire les essais, les médicaments sur les femmes jeunes qui étaient en âge de procréer. Alors, du coup, dans les études cliniques... Oui, c'est un peu différent, la motivation quand même. Oui, mais donc, du coup, dans les études cliniques, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Au maximum 30%. Donc, en fait, les effets secondaires, on ne les a pas vus. Et puis, on n'est pas toujours capable de savoir si les effets que l'on perçoit, qu'on met en évidence, si ces effets sont plus importants chez l'homme que chez la femme. Alors, une étude qui a été faite, par exemple, pour la digitaline, dans l'insuffisance cardiaque, au début, en 1997, on a fait des études de cohorte et on a vu qu'il y avait un effet bénéfique. Mais on n'a pas séparer les hommes et les femmes. En 2002, on a séparé les hommes et les femmes, et là, on s'est aperçu que l'effet, il était bénéfique, oui, mais uniquement pour les hommes, pas pour les femmes. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, c'est inquiétant. Il y a plusieurs exemples comme ça, mais c'est aussi, surtout, dans les effets secondaires. L'exemple que je vous citais de la douleur, dans la mesure où ce ne sont pas les mêmes types cellulaires qui peuvent être impliqués, ça veut dire que ça peut aussi être, à l'intérieur de la cellule, des réseaux de gènes différents qui sont impliqués. Donc, vous allez avoir un autre exemple, les estrogènes, par exemple sur le développement de la fibrose cardiaque, c'est-à-dire la production de collagène, vont avoir un effet différent si on est chez une femme ou si on est chez un homme. Donc, la même hormone peut avoir des effets opposés.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, d'ailleurs, le standard va être d'inclure dans toutes les études les deux sexes à nombre égal et regarder exactement. Et ça, c'est une évolution énorme quand même. Alors, c'est une évolution énorme. L'Europe fait la même chose. Il faudrait que la France se remue un peu. Chose qu'elle ne fait pas actuellement. Ça commence à se faire un petit peu. Bon, les études sont internationales quand même maintenant. Oui, les études sont internationales. Bon, au niveau cardiologique, il y a quand même maintenant une prise de conscience importante qui s'est faite. Mais il faut que dans la pratique, tout le monde que depuis intègre ces notions. On ne va pas pouvoir, si un patient va chez son médecin et lui dit bon ben voilà, étant donné que je suis une femme, il ne va pas falloir que vous me donniez le même traitement qu'un homme. On n'en est pas encore tout à fait là, du tout, parce que on n'a pas encore fait toutes les études qui permettront de le faire. Voilà. On est au début de l'histoire. On est au début, voilà. Écoutez, on arrive au terme de cette émission. Merci Claudine Junien d'avoir consacré du temps pour ce sujet et surtout d'avoir simplifié au maximum des notions quand même qui sont assez complexes. Merci à vous de nous avoir suivis et j'espère que la parité homme-femme des téléspectateurs sera respectée. À très bientôt sur une prochaine édition, unisexe sans doute.